comment faire pour avoir l'avis, le regard de l'autre partie, de la partie des victimes? Comment faire pour rééquilibrer? L'autre partie, c'est-à-dire que moi, j'interviens sous le volet du point de vue africain. D'accord. Voilà, c'est-à-dire que tous les débats que je fais, c'est toujours avec une ligne éditoriale stricte qui est le point de vue africain. Et le point de vue africain dit que le deuxième problème des sources historiographiques européennes, c'est qu'elles n'émanent pas d'individus neutres. Elles émanent de négriers, c'est-à-dire des gens qui sont impliqués dans le crime, qui commettent le crime, qui ont des intérêts privés et particuliers dans le crime. On peut pas nous présenter l'argumentaire de criminels comme étant des documents historifiables sur le plan moral. Parce que ces gens-là étaient tous assujettis à l'idéologie de la supériorité des races européennes par rapport aux autres peuples. À l'époque, il y avait ce discours racial qui a été organisé, orchestré pour justifier ça. Donc, on voit bien que il y a un problème de fond parce que qu'est-ce qu'elle dit, Simone Veil? Elle dit, attention! Tout le monde sait que qui veut tuer son chien l'accuse d'avoir la rage. Donc, à partir du moment où vous prenez comme leitmotiv les documents des négriers, le négrier est en train de vous dire, mon chien a la rage, je vais l'abattre. Ce qui est normal, c'est-à-dire jusque-là, on ne discute pas sur l'aspect, si vous voulez, légal ou illégal des choses. C'est comme ça que ça se passe partout. C'est-à-dire que vous prenez n'importe quel conflit de n'importe quelle partie du monde, nous sommes confrontés, nous historiens, à la même problématique. C'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle l'éthique, le code déontologique. Maintenant, le point de vue africain, il dit cela. Il dit une chose qui est très simple. Il dit, bon, si l'histoire des razzias négrières et de l'esclavage demeure fondée sur les analyses des négriers qui sont véritablement les victimes, les criminels, c'est-à-dire les organisateurs du crime, on peut pas opposer à une victime le discours de son meurtrier. Et ça, Simone Veil, elle est très claire là-dessus. Elle est très claire là-dessus, c'est-à-dire on peut pas faire ça. On peut pas le faire. Alors. Et pourtant, c'est ce qui fait. Et c'est ça qui est fait. C'est ce qui est fait dans la chose, c'est qu'il y a eu le même problème dans les conflits entre la France et l'Allemagne. Et pour éviter, c'est-à-dire sortir du cadre de l'idéologie et un peu de l'excitation mémorielle, on a tout simplement réuni une équipe allemande, réuni une équipe française qui ont travaillé sur un ouvrage ensemble. De manière à dégager le fait historique en enlevant la partie qui concernait le fait d'incriminer l'un par rapport à l'autre. Mais la chose, c'est que quoi? On constate que la volonté cachée derrière cette approche qui ne respecte plus l'éthique, c'est d'opérer un transfert de culpabilité. Et c'est là où il y a le problème. C'est-à-dire que l'Europe, au lieu d'assumer, quand je dis l'Europe, attention, quand je fais des débats en Angleterre, il y a en Angleterre, l'anglais assume, au Portugal, le portugais assume. Mais moi j'ai vu des débats entre portugais et français, mais les portugais, mais invectivent les historiens français, on leur dit, mais qu'est-ce que vous racontez? Vous racontez l'histoire comme si vous êtes arrivé en premier. Nous les Portugais, est-ce qu'on a dit qu'on est venu acheter auprès de quelque roi que ce soit? Est-ce que nous on a dit des choses pareilles? Mais vous racontez des histoires. Donc c'est là où on voit, moi j'étais présent. Alors ils assument quoi là? C'est-à-dire qu'ils assument le fait qu'ils avaient des armes et qu'ils avaient besoin d'or, parce qu'on leur a dit qu'en Afrique il y avait un royaume, le royaume de Kanka Moussa, roi du Mali, qui était allé au Caire avec de l'or, qui avait fait chuter les cours de l'or pendant 10 ans. Les caisses de l'Europe étaient à sec. Le Portugal avait besoin d'argent pour lancer son économie. Ils ont dit, voilà, on chasse les Arabes. Et en Afrique, il y a des royaumes musulmans. Et nous sommes chrétiens. On va faire une guerre religieuse pour aller prendre l'or. Donc, les gens qui venaient le long des côtes étaient kidnappés pour avoir des informations sur où était le trafic de l'or, enfin, les routes commerciales de l'or et les mines d'or. Et quels étaient les royaumes où il y avait de l'or. C'est-à-dire qu'on fait du renseignement. Mais c'est tout simplement ça. Attendez, chaque fois on envoie des drones pour faire quoi? C'est pas pour faire du renseignement. C'est-à-dire, le Portugais fait du renseignement. On vous dit, un Portugais qui vient faire du renseignement est venu acheter. Mais acheter aux mains de qui? Quoi? Vous voyez, on est en 1441. Christophe Colomb n'est même pas encore arrivé en Amérique. Donc, il y a un cochon de canne à couper. Il va venir chercher quoi? Après, on vous dit, oui, il avait besoin d'esclaves. Mais le mot esclave descend des Européens slaves. Donc, il y avait déjà des esclaves en Europe. Depuis le 5e siècle de l'ère ancienne, les Européens font plus de 2500 ans
de trafic esclavagiste en Europe. Si vous prenez depuis le 8e siècle. Alors, on va revenir sur l'esclavage en Europe tout à l'heure. Donc, vous disiez que voilà, les Européens, eux, assument. Donc, voilà. C'est-à-dire les Anglais assument. Les Anglais assument. Les Portugais assument. Mais il y a des gens qui n'assument pas. Les Français n'assument pas. Parce qu'il y a un transfert de culpabilité et ils ne veulent pas assurer cette donc, culpabilité. Ils sont allés chercher, donc ils ont été chercher des musulmans, chercher c'est-à-dire de l'or. C'est-à-dire faire du renseignement pour avoir de l'or. Et qu'est-ce qu'elle dit, Christiane Taubira, d'ailleurs, à propos de ce transfert de culpabilité? Elle dit ceci: lorsqu'il n'a plus été possible de tout taire, voyez, une version officielle de l'histoire s'est mise progressivement en place en faisant plein feu sur les complicités africaines et relativisant, voire occultant, le rôle des armateurs et rabatteurs européens. Donc, le transfert de culpabilité pouvait alors s'opérer. Et c'est pour ça que M. Logassa dit le cliché du roi nègre, je dis bien le cliché du roi nègre, vous voyez, trafiquant d'esclaves, a donc été imposé. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose qu'on peut démontrer scientifiquement parlant, parce que c'est faux. Moi, je vous dis, c'est faux. J'ai été devant Monsieur Deveau à la télévision, face à face, sur une émission sur la traite interne africaine. Et je lui ai dit, c'est faux, c'est nul et non avenu, qu'il raconte n'importe quoi, parce que moi, je vais vous dire quelque chose qui est très simple. Si l'Afrique avait eu 14 millions d'esclaves en Afrique interne, alors ce qui est très fort, parce que les Africains sont animistes, mais ils font de l'esclavage comme les rois européens qui sont judéo-chrétiens. C'est-à-dire la barrière sociale, psychologico-religieuse, ça n'existe pas. Donc on nous a menti. C'est-à-dire que je dis, moi je suis pas dans les problématiques de mensonge, je dis simplement qu'il faut faire preuve d'éthique, parce que c'est pas un problème de l'Afrique, c'est on porte atteinte à la vérité et à la morale. Très bien. Et là, il faut quand on dit que nos ancêtres ont vendu nos ancêtres, c'est tout à fait. C'est-à-dire que ça, ce sont des clichés. D'accord. Ce sont des clichés, c'est faux. Parce que je vais vous donner un exemple, et comme je le dis aux gens très simplement, vous vous rendez compte que vous avez 14 millions d'esclaves quelque part, et vous n'avez pas un mot pour définir ces gens-là avant l'arrivée des Européens. On est obligé d'utiliser un mot européen qui est esclave, et on n'a pas de mot africain. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que si vous allez au Japon chercher des chevaliers, on vous dit non, ce sont des samouraïs. C'est-à-dire que chaque pratique sociale a un champ lexical. Mais pour l'Afrique, voilà que sans champ lexical, on vous dit qu'il y avait. Moi, je ne sais pas faire des choses pareilles. Donc, en fait, il n'y a pas d'esclaves en Afrique. Moi, je dis que, et j'ai dit ça aux Nantais, monsieur le maire de Nantes m'a invité face aux historiens nantais, et aux Nantais, je leur ai dit que compte tenu du fait que ce sont vos propres parents qui sont venus, vous êtes les personnes les mieux indiquées pour nous dire quel était le mot africain qu'ils ont utilisé pour dire voilà. Et tout le monde est resté silencieux. Parce que personne n'a rien vu. Parce que le mot esclave vient d'où alors? Le mot esclave, ce sont des Slaves, c'est-à-dire les Polonais, les Bosniaques, ce sont ces gens-là, ce sont des Slaves. Et moi, en anglais on dit slave. On dit slave. Et ces gens-là sont pas des descendants simplement, ce sont eux. Et quand je vais en Pologne et compagnie faire des conférences, on a l'occasion de se rencontrer. Les gens me disent mais l'histoire que vous racontez, c'est la nôtre, parce que nous, on a pris près de 12 siècles d'esclavage. Vous parlez de 400 ans, nous c'est 12. Et on était déportés à fond de cale de bateau à Venise. C'est-à-dire le fait de rasier les gens, même de les castrer et le déporter à fond de cale de bateau. Mais c'est les Européens qui ont inauguré ça. À l'époque où l'Arabie au 8e siècle envahit le sud de l'Europe. Mais le commerce des Arabes, c'est le trafic européen d'esclaves. Et c'est pour ça que sur le Maghreb, sur toutes ces côtes-là, il va y avoir un trafic énorme de vente de captifs blancs. Donc, on peut pas venir nous sortir des histoires à dormir debout parce qu'il faut être quand même un peu sérieux. Vous voyez, vous avez une pratique dont la terminologie de A à Z provient de l'Europe et on vous applique cette pratique à l'Afrique sans jamais vous donner un seul mot africain qui justifie. Moi, je vous dis une chose, hein. Vous envoyez votre fils faire une après-midi d'arts martiaux. Quand il balance un coup de pied, vous lui dites « Oh, tu as lancé la jambe ». Il te dit « Non, maman, c'est un washi magari ». Ça veut dire que chaque chose a un nom lorsque la pratique existe socialement. Maintenant, s'il n'y a pas de nom et que vous utilisez le mot coup de pied, ça veut dire que quand même il y a quelque chose qui est pas clair dans le récit historiographique que vous livrez des événements. Alors quand il est dit, comme disait Yanis, que ce sont les rois africains qui ont participé même à la traite, qui ont vendu leurs frères noirs, oui, c'est faux. Alors, c'est-à-dire que, vous savez, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que les Portugais qui sont venus le long des côtes africaines, donc au XVe siècle, les Africains les ont tous tués. Ninao Tristão, Antonio Gonçalves, ils sont tous morts. C'est-à-dire que, comme les gars ont compris très tôt à quel jeu ces gars-là jouaient,
ah ben ils leur ont tendu des embuscades et ils les ont tués. Alors s'ils étaient venus acheter, pourquoi on les a tués alors? Il faut quand même arrêter de raconter aux gens des histoires. Regardez Don Enrique. Je vous parle très précisément des chevaliers de l'ordre du Christ qui avaient été financés par le Vatican parce que le Portugal n'avait pas d'argent, mais on leur avait dit qu'il y avait de l'or en Afrique. Et c'est comme ça que le Vatican va donner les trésors des Templiers pour financer les expéditions. Don Enrique va créer les chevaliers de l'ordre du Christ et chaque navigateur portugais sera un membre des chevaliers de l'ordre du Christ. Je vous dis que vous allez sur Internet, vous tapez chevalier de l'ordre du Christ. Vous allez voir, c'est sur Wikipédia. N'allez pas plus loin que Wikipédia. Vous allez voir Don Enrique, toutes ces choses-là. C'est écrit noir sur blanc. C'est pas des choses et vous allez voir comment ils sont morts. Comment ils sont tous morts. Parce que le seul qui a pu échapper, c'est Lanzarote, qui était venu avec 27 navires et qui a failli y rester. Alors, moi, je vais vous prendre un exemple pour comprendre vraiment les choses. Moi, personnellement, quand j'étais en classe ici, donc quand j'allais à l'école, on me disait que les Européens sont arrivés en Afrique, ils sont tombés sur des sauvages cannibales qui volaient de liane en liane. Bon. Mais après ça, on vous dit que des rois ont vendu. Bon, moi je ne sais pas, mais je n'ai jamais vu des sauvages organisés en royauté. Parce que soit vous êtes sauvage, vous n'avez pas de roi, soit vous avez des rois, mais vous n'êtes plus sauvage. On peut pas être les deux. Donc lorsqu'on demande à l'historien, c'est-à-dire dans le débat, lorsqu'on demande aux historiens occidentaux de nous dire clairement est-ce que l'Afrique était sauvage ou civilisée, comme son objectif c'est de défendre la thèse commercialiste en disant qu'il est venu acheter, voilà qu'il se met à nous dire que en fait on s'est trompé. L'Afrique était effectivement civilisée. Et je vais vous lire une phrase écrite par Monsieur Hahn dans le journal Le Monde, qui dépasse l'entendement. Stéphane Hahn, qui est professeur d'université. Écoutez ce qu'il a écrit dans Le Monde. Nous savons aujourd'hui que les Européens qui naviguèrent le long des côtes africaines, à partir de la moitié du XVe siècle, découvrirent un monde qui avait atteint économiquement et politiquement un niveau de développement comparable au leur. Les Africains pratiquaient l'exploitation minière, l'industrie, l'agriculture et l'élevage. Ils entretenaient depuis des siècles des relations commerciales avec les pays éloignés. Donc voilà ce que nous disons nous en tant que parti africaine. Si la thèse d'Européens venant avec des pacotilles était valable pour une rencontre avec des sauvages, la rencontre avec des rois civilisés, faut arrêter de nous raconter des histoires à dormir debout. D'accord. Parce que quand on fait, je dis bien, sur la base de ce que Monsieur Hahn a dit, quand on fait l'exploitation minière, l'industrie, l'agriculture et l'élevage, et qu'on a un niveau de développement comme l'Europe, c'est pas des pacotilles qu'on va s'asseoir même pour discuter. Donc ça veut dire que là, on ment. La deuxième chose, c'est qu'on a fait la colonisation sur la base qu'il fallait civiliser les peuples qui étaient pas, et maintenant on nous dit que dès que les Portugais arrivent, il y avait des rois. Donc ça veut dire que depuis le début, on ment. Vous voyez l'affaire? Donc c'est pour ça que je dis attention, parce qu'on peut être méchant. Il s'agit pas de faire une histoire afrocentriste, parce que l'histoire afrocentriste, ça n'existe pas. Je le dis toujours, il y a une philosophie afrocentriste, c'est-à-dire spirituellement, notre orientation, elle est africaine. Au niveau de la pensée, au niveau de la façon de lire le monde, la façon d'interpréter les événements. Mais quand on fait de l'histoire, il n'y a plus de pensée afrocentriste. C'est une question de vérité et je tiens à dire, à l'UNESCO, nous avons des chercheurs qui sont de toute congrégation religieuse, de toute civilisation, de tout peuple. Et la défense, c'est le combat, c'est la vérité. On ne regarde pas ni on est arabe, ni on est juif, ni on est... Le combat, c'est la vérité. Un point, c'est tout. Jean-Luc, bonjour. Je vous appelle parce que, je suis tout à fait d'accord avec vous, sur tout point de vue, étant donné la précision des mots que vous utilisez et le contexte dans lequel vous mettez les choses. Si effectivement, oui, le mot slave, d'esclave vient du mot slave, de toute manière, en termes de linguistique, ça c'est clair, il n'y a pas photo, c'est pas un mot africain. Ben, c'est évident. Donc on peut pas, vous voyez, on peut pas ni se dire qu'on est descendant d'esclaves ou de slaves. Moi, j'ai été en Hongrie et compagnie, j'ai vu à qui j'ai affaire. Nous sommes des descendants d'Africains, déportés en esclavage. Alors, allez-y, continuez, Jean-Luc. Ouais, voilà, la seule chose que je voulais savoir, étant donné qu'effectivement, sur ce point-là, on est encore d'accord, étant donné qu'on n'avait pas de terme, on n'avait pas d'esclaves réellement, c'était pas des esclaves. C'était des déportés, alors? C'était des, non, je pense que c'était des serviteurs, hein, je pense que Moutoundé, sur ce point-là, serait d'accord avec moi. Moi, je vais vous dire, ça tranche comme une lame. Ça tranche comme une lame. Comme une lame. Parce que moi, j'ai eu l'occasion de faire des débats face à des égyptologues. Hein? Et quand on leur a dit d'aller au tableau pour écrire en hiéroglyphe le mot esclave, ils sont devenus blêmes.
Parce que tout le monde sait qu'en égyptologie, et moi-même qui suis égyptologue, le mot esclave n'existe pas. Monsieur Ancelin l'a dit, Madame Bernadette Menu, qui est directrice de recherche au CNRS, a fait sa thèse là-dessus. Elle a dit que ça n'a jamais existé. Et si vous prenez le dernier ouvrage d'Olivier Pétré-Grenouillot, lui-même dit, je reconnais aujourd'hui que ce que j'avais dit n'était pas la vérité. Parce que l'esclavage n'a jamais existé en Afrique dans l'Antiquité. D'accord. Donc, c'est-à-dire, ce que je dis, c'est que si moi je dis qu'en arrivant au château de Versailles, j'ai vu des samouraïs, tout le monde va me prendre pour un fou. Parce que tout le monde sait que ce sont des chevaliers. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la terminologie, c'est important. Alors, continuez Jean-Luc. Voilà, je voulais juste savoir... Il est bavard, hein, Jean-Philippe, hein, on a du mal à l'arrêter. Non, mais pas de problème. Non, parce que c'est sérieux. Oui, tout à fait, non, mais je comprends. Ce que je voulais savoir, c'est que effectivement, on avait dans l'Égypte ancienne, on va dire, dans le fonctionnement de l'Afrique à l'ancienne, on va dire, quelles étaient les sous-couches de la population, comme on appelait ces personnes qui servaient, quoi, qu'on employait, bien évidemment. Mon très cher. Mais comment mon très cher, moi je vais te dire les choses très clairement. Tous les historiens européens qui ont analysé cette question, ils savent très bien de quoi je parle parce que eux-mêmes l'ont mis dans leur ouvrage. En Afrique, il n'y avait pas de prison, il n'y avait pas de bagne, il n'y avait pas de guillotine, on n'étranglait pas les gens, on les égorgeait pas et on les condamnait pas. C'est-à-dire que quand quelqu'un avait commis un préjudice, il y avait un conseil de sages qui se réunissait et cette personne était condamnée à servir les intérêts de la partie dont elle avait nui. C'est-à-dire, vous avez tué quelqu'un qui avait 4 bœufs à s'occuper. Dorénavant, c'est vous qui allez vous occuper des 4 bœufs. Et si il y avait 2 vaches qui donnaient du lait pour les enfants le matin, c'est vous qui allez traire la vache pour donner du lait à la maman pour qu'elle nourrisse ses enfants, parce que le papa, c'est vous qui l'avez tué. Liliane Crété l'a écrit noir sur blanc dans le document. Dans les documents qu'elle a fait, Serge Dagé, spécialiste de l'histoire de l'Afrique, l'a mis noir sur blanc. Il n'y avait pas de prison, il n'y avait pas de GIGN, il n'y avait pas la police, il n'y avait pas la gendarmerie. Il n'y avait pas tout ça. Donc il y avait un fonctionnement, vous avez commis un délit, vous êtes condamné à réparer le délit en vous mettant au service de la partie qui a subi le préjudice. Voilà. Pour vous, Jean-Luc. Moi je trouve ça, c'était totalement cohérent, à vrai dire. Hein, mais attendez, Bernadette Menu est directrice de recherche au CNRS. Elle a fait une thèse sur la question. Et elle est égyptologue. Donc c'est pour vous dire quand même, il y a quand même des dossiers qu'elle met. Et elle n'est pas la seule. Elle n'est pas la seule. Regardez par exemple un exemple. Vous avez un auteur qui vous dit quelque chose qui dépasse l'enseignement. Il vous dit l'acheminement des esclaves de l'intérieur du continent jusqu'à la côte était assuré sans participation des Européens par les Africains. D'accord? Il vous montre une illustration. Vous avez 2 bonhommes qui sont en train d'amener 24 personnes et chaque bonhomme a un fusil à la main. Alors, à défaut de me donner les coordonnées GPS, si on n'a pas l'adresse exacte, je suis preneur même des coordonnées GPS, de l'usine en Afrique qui fabriquait le fusil et les munitions. En quelle année? C'est-à-dire au 15e siècle. Au 15e siècle. Voyez-vous? Hein? Je suis OK pour dire que l'Afrique est acheminée. Mais si le fusil ne venait pas de l'Africain et les munitions ne venaient pas de l'Africain, vous ne pouvez plus dire que l'Européen n'est valable que pour 2%. 98% du problème, c'est le fusil. Parce que sans le fusil, je vois mal comment 2 personnes vont en maîtriser 24. C'est tout. Moi, je mets tout simplement 2 personnes devant une porte. Nous arrivons à 24 et je demande aux 2 personnes de nous empêcher de sortir de la porte. On va voir si c'est possible sans fusil de nous empêcher de passer. Donc, il faut arrêter de raconter aux gens des sornettes. Alors, moi, je vais vous dire une chose. Il y a une déclaration qu'a fait notre responsable à l'UNESCO que j'apprécie, c'est monsieur Ali Moussaïe. Je vais vous lire sa déclaration parce que elle est importante. Il dit que, voilà, la plupart des sociétés qui ont pratiqué la traite négrière et l'esclavage ont dû faire appel à toutes leurs ressources scientifiques, religieuses et politiques pour justifier moralement, intellectuellement, juridiquement ce crime contre l'humanité. C'est ainsi que les théories de l'inégalité des hommes, notamment sur l'infériorité congénitale de l'homme noir, ont été construites. Cet héritage nourrira par la suite toutes les politiques de domination, de racisme et de ségrégation contre les peuples colonisés. Ce sont ces mêmes idéologies monstrueuses qui seront mises à l'ordre du jour par le nazisme appliqué au cœur de l'Europe. Ça veut dire que qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit que s'il était vrai qu'en descendant en Afrique, l'Européen tombe sur des rois qui ont déjà des stocks et qui lui dit voilà, je suis embarrassé, prends. L'Européen n'aurait pas été obligé d'organiser l'idéologie du racisme et de la supériorité des races. C'est parce qu'il savait très bien il sait que ce qu'il dit est faux et la preuve qu'on peut lui avancer,
c'est de lui dire, mais si c'était vrai, tu n'aurais pas échafaudé la thèse de la supériorité des races, en disant, il y a les races dominantes, il y a les races inférieures et compagnie, pour justifier ce que tu fais. Parce que s'il y a des rois qui vendent, quelle est l'utilité de dépenser autant d'argent pour faire ça? On n'en a plus besoin. Vous voyez? Donc, ça veut dire que, voilà. Allez, un dernier appel, enfin pas un dernier appel, un autre appel avec François, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour mon cher François. On vous écoute François, soyez le bienvenu. Allez-y. Oui. Vous savez, Guylaine. Oui. C'est Bosier qui a voulu, hein. Oui. Vous savez, moi, ému. C'est vrai ou ému? Oui. Pardon, ok. Et on a souhaité que vous continuiez. Parce que ce début-là, ça, faut d'autres biter encore. Nous devons à dire, d'autres vérités à dire. À part arriver à parler, parce que mais ça a touché nous en l'eau, ça a dit là, ça a dit nous là. À honnête. À honnête. À ça ça a moins. Mais c'est ça le but, c'est ça le but de l'émission, hein. Ils démonté nous. Et ça qu'a excusez-moi l'expression mais au moins c'est qu'il y a des compatriotes au moins qui a aidé ça. Ouais, qui a fait malheur. Mais c'est peut-être parce que justement comment on appelle ça, l'assimilation, enfin pas l'assimilation, la... Oui, mais quel que soit, Guylaine, quel que soit ça ou que dit moins, on est au minimum quand même. C'est conditionnement là qui compte ça. C'est un conditionnement. Voilà, oui, c'est vrai, son conditionnement, mais faut sortir, faut l'effort de sortir dedans aussi, parce que quand on le conditionnement, et pourquoi il y a arrêté dans le conditionnement? Parce qu'il y a un intérêt, très souvent. Mais, vous savez, en quête du Rombitin, moins, c'est aussi là à la rencontre de monde qui a rendre-vous compte de gens qui ont voir les choses. Ouais. Là, on fait une conférence en Europe, ni des moun yo vin vraiment, yo dis moi qu'on ça, mais vous savez, histoire là, ça c'est histoire nous, puisque les Slaves, les esclaves, c'est nous. Et ces messieurs, yo blond, de bleu, enfin, on dit qu'on ça, mais, ignon bitin, nous prétend parler. Beaucoup qu'a sorti, carte d'identité, il a dit moi qu'on ça, est-ce qu'on voit non, au moins c'est Chiavone. En cas de beaucoup comme ça, non, c'est Chavon, mais vous savez que à Venise, Yoteka von Zot, à Sion quai, non à quai là, c'était la riva des Chavon. Et la riva des Chavon, ça veut dire le quai des esclaves. Chavon, en réalité, ça veut dire esclave en vénitien. Et Bougaka dit moins comme ça, eh ben, esclave, c'est non au moins. Et Bouga blanc, hein. Et Bouga commence à pleurer, et Bouga dit moins comme ça, c'est pour ça que, il pas qu'à jamais sorti carte d'identité aïe, sauf que vraiment si qu'à prend l'avion, des bitins comme ça, parce que ils savent que, et moun vin vraiment, avec carte d'identité aïe, et c'est là, ils ont commencé à traduire non aïe, pour moins comprendre qui non aïe en réalité. Non, à ces messieurs, c'est fond calabato, qu'est esclave, fouet, chède, enfin, ou quoi, on vous compte que Nyon bitin qui est extraordinaire. Parce que, yo rasié ces messieurs pendant 12 siècles. Pour venir, les Arabes. Ou quoi vrai. Donc, c'est tout échange là, ça. Parce que, là, nous, qu'à parler de ça, nous, tendance toujours qu'à voir, on partit de bitin là. Mais, en fait, il y a une antériorité qui est assez important. Et en cas quoi que ni des bitins aussi qu'à permettre nous de venir pi objectif à dans ça. Quoi vrai. Et là, on va discuter avec ces messieurs. C'est là, on va comprendre qu'en fait, les historiens européens, ils ont fait un transfert de responsabilité, de culpabilité. Parce que, histoire à moun te ka vendre moun, c'est yo même qui te ka vendre moun. Ou quoi vrai. Et en fait, c'est un transfert de culpabilité qu'il y a fait. Mais, nous, qu'à vivation planète, nous, ensemble, à même planète, nous pas besoin faire la guerre tous les jours. Faut nous arriver comprendre nous. Et pour arriver comprendre nous, faut ni le respect, la sincérité et la vérité. C'est tout. Ça, c'est clair. C'est tout. Et voilà. Où ça, mon bitin, c'est pour s'en couper inconsciemment peut-être. Mais non, bitin, quand on cité, on pas dit ça. On y a qui passe parce qu'il faut en voyager. Oui. Mais pas qu'arriver à essayer de faire. Mais pas qu'arriver. Carte d'identité, ouais. Pas qu'arriver à faire parce qu'il y a un bruit qui en l'air, qui pas qu'à pénétrer dans moins, qui pas qu'à entrer dans moins. Alors, non, mais ça, en cas du Rombitin, François, en cas du Rombitin, vous savez, ça aussi, nous, qu'à prendre temps analyser ça. En fait, c'est un sentiment que beaucoup de monde panie. C'est-à-dire que yo panie le sentiment que la justice faite. Hein? Yo ni un sentiment d'injustice. Et c'est ça qui fait que Joël Ursule dit tout ça, parce que, à part un problème de Joël Ursule, c'est-à-dire que, en cas rendre moins compte, en cas au paquet de peuple, au Cameroun, tout ça, en cas rendre moins compte que tout partout, même aux États-Unis, gars, ça qui arrive aux États-Unis, tout partout, nèg ni un profond sentiment d'injustice. C'est ça le problème là, c'est tout. Bon. François, merci. Non, mais attends, Guylaine. Oui.
remettre à genoux en pied. Excusez-moi. Font notre fait d'autres. Ok, fait d'autres. Mais pas obligé de mettre à genoux, mais nous qui fait d'autres. Nous besoin. C'est travail à moi. Il n'y a pas de problème. Je suis là pour ça. Merci au pile. Merci, François. Oh, dis donc, c'est très émouvant. Alors, hein. je voulais rajouter quelque chose parce que, très rapidement, je voulais rajouter quelque chose. Vous savez, monsieur Arbulot, qui est le directeur de l'EG, qui est l'école de guerre économique, il est lui-même conscient que la notion de rapport de force, on peut pas, c'est un élément central de l'histoire. D'ailleurs, lui-même, il dit, l'histoire de l'humanité est dominée par des rapports de force, identifiables dans les différentes étapes de sa progression, dont notamment la colonisation et l'esclavage. Donc, il y a une notion de rapport de force. Vous savez que, à l'époque où Hitler va fonder le Troisième Reich, il y a 500 000 Juifs qui vivent en Allemagne. Et sur ces 500 000 Juifs, 150 000 vont écrire à Hitler pour lui demander l'autorisation d'intégrer le Troisième Reich. Donc ça veut dire qu'il y a eu des soldats juifs. C'est-à-dire que vous n'avez jamais entendu un historien français venir vous dire que les Juifs ont vendu les Juifs. Vous avez, au niveau de l'Amérique, des chefs indiens. Non, on est précis parce que Brian Rix a fait un livre dessus. Ça veut dire que dans l'armée d'Hitler, il y avait 150 000 soldats juifs. Et le dossier d'History Today que j'ai, qui a fait 10 pages dessus, Hitler passe en revue des Juifs, leur remet des grades, et beaucoup de gradés, de gens récompensés étaient juifs. Même le gaz qui a servi à gazer les gens, le Zykombé, c'était un physicien juif qui avait mis au point le gaz. D'accord? Monsieur Haber, Fritz Haber. D'accord? Vous n'avez jamais entendu un historien européen venir dire que les Juifs ont vendu les Juifs. Vous avez des chefs indiens qui ont mené les colons à l'intérieur des terres américaines puisque les colons ne connaissaient pas l'intérieur des terres. Vous n'avez jamais entendu les gens venir vous dire que des chefs indiens ont vendu les Indiens ou ont été chercher Geronimo à l'intérieur des terres pour le vendre. Ça ne se dit pas parce qu'en histoire, il y a un statut qui s'appelle le statut de victime indirecte. C'est comme l'enfant soldat. Un enfant qu'on est venu rafler et qu'on va former au maniement des armes, hein. Vous avez beaucoup d'enfants soldats qui sont grands et qui écrivent des livres aujourd'hui pour raconter ce qui s'est passé. Mais on lui donne le statut de victime indirecte. La victime, c'est celui qui l'a descendu, mais lui, comme on l'a embrigadé dans un système dans lequel il y avait un rapport de force et il n'avait pas les moyens de se défendre, donc on lui accorde le statut de victime indirecte et c'est pour ça qu'il peut aller chez Chamarion aujourd'hui écrire un livre au lieu d'aller en prison. D'accord? Bon. Donc, moi, je dis que... Mais ne vous énervez pas. Non, mais c'est pas ça. C'est qu'il faut comprendre les choses. Moi, je dis que lorsqu'on nous montre des individus avec des fusils à la main, ce sont des victimes indirectes, au même titre que les 150 000 Juifs étaient des victimes indirectes, au même titre que les Indiens qui ont amené les colons à l'intérieur des terres sont des victimes indirectes. Et c'est pour cette raison que l'État d'Israël a reconnu le statut de victime indirecte, et tous les historiens le reconnaissent. C'est pour ça que pas une seule fois, je vous dis, vous n'avez vu un historien dire que les Indiens ont vendu les Indiens. On parle de l'extermination des Indiens d'Amérique. Donc, les Noirs qui ont, entre guillemets, vendu les Noirs ou qui ont aidé ou qui voilà, ce sont des victimes indirectes. Je vais vous dire une chose. Quand vous avez capturé un enfant le long des côtes africaines, que vous l'avez amené au Portugal pour le former au maniement des armes et que vous l'avez ramené adulte pour aller tout simplement à l'intérieur des terres chercher des gens, c'est une victime indirecte au même titre qu'un enfant soldat peut aller à Flammarion écrire un livre aujourd'hui. On peut pas le présenter comme une partie africaine parce que quand vous regardez le nom de ce monsieur, il s'appelle Roberto da Silva. Je ne connais aucun Africain qui s'appelle Roberto da Silva. D'accord? Et ou Yann McIntosh ou je sais pas quel autre nom, qui sont tous des noms soit espagnols, soit anglais, soit français, soit portugais. Ces gens-là n'ont pas de nom africain parce qu'ils ont été raflés petits. On les a amenés en Espagne, au Portugal, en Angleterre ou au Danemark, formés au maniement des armes, qui plus est, baptisés chrétiens, et on leur renvoie. Parce que moi, je suis un roi nègre, je veux capturer des gens, je vais lundi, dans les bois, je tire. Je n'ai plus de munitions mardi, comment je rentre? Je n'ai pas d'usine qui fabrique les munitions. C'est qu'il y a quelqu'un qui vient me livrer les munitions. Donc, si cette personne-là ne venait pas me livrer les munitions, mardi, je ne peux plus rentrer, mercredi, c'est mort. Mais si je peux rentrer mardi, mercredi, jeudi, vendredi, c'est qu'il y a quelqu'un qui vient tous les jours me livrer les munitions. Donc, le problème de fond, c'est qu'il y a quelqu'un qui a fourni l'arme du crime, les munitions du crime, le mobile du crime, et cette personne doit assumer. C'est de cela dont nous parlons. Nous ne sommes pas là pour juger. Nous ne sommes pas là pour juger. Ni c'est bien, ni c'est mal. On dit tu assumes. Et tu arrêtes de venir raconter des histoires à dormir debout aux gens. Il faut que les récits soient objectifs. Voilà. Et sérieux. Il faut que ça soit sérieux. Parce que si je vous dis que venir dire, par exemple,
que oui, c'est mon arrière-grand-père qui a fait, je l'ai pas connu. Donc je ne peux pas considérer que je me sens concerné par cette histoire. Mais quand le notaire appelle ce monsieur pour hériter de la villa, du bâtiment et du terrain qui appartenait à son arrière-grand-père qu'il n'a pas connu, pourquoi il signe le papier du notaire? Parce que devant le notaire, comme par hasard, il le connaît, là. Jean-Philippe, attendez, je voudrais quand même, avant la fin, vraiment, il nous reste à peine 5 minutes, on ne pourra malheureusement plus prendre d'appel. C'est vrai que c'est passionnant, on va faire, comme dit non, parce que quand j'ai discuté avec les Nantais, voilà, mais j'ai dit, mais on va où, là? Soyez au moins honnête. Quand François, comme dit François, on va être obligé de faire 2, 3, 4 volets là-dessus. Jean-Philippe, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est que justement, quelles sont les répercussions de tout ça au niveau de notre jeune génération? Voilà. Quels sont les effets, le fait que l'histoire n'ait pas été écrite correctement, au jour d'aujourd'hui, voilà, en 2015, quelles sont les répercussions? Moi, j'ai toujours dit que le problème de la date de la commémoration, ce n'est pas mon problème. D'accord. Parce qu'il y a 365 jours dans l'année, on va trouver une date. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne peut pas laisser une histoire basée sur le récit des descendants des négriers. Que vous disent les enfants? Mais les enfants disent, quand vous allez dans les écoles, on parle des Noirs, c'est Sida, Ebola, l'Afrique sauvage, cannibale, des nègres qui ont vendu. C'est-à-dire, c'est extrêmement négatif et ça détruit complètement l'intégrité de l'enfant. À tel point que les réunions que j'ai fait avec les enfants, mais il y a un moment, j'ai perdu la parole. Parce que l'enfant a l'impression qu'être noir aujourd'hui, en 2015, c'est une tare. C'est être une tâche dans l'histoire de l'humanité. Alors que l'Afrique a inventé les mathématiques, l'Afrique a inventé l'écriture, l'Afrique a inventé la religion. Tout le monde vous parle de papyrus, de parchemin. Mais le papyrus, c'est qui l'a inventé? Les premiers textes sacrés sur papyrus, c'est qui les a écrits? Pharaon, c'est lui qui a formé Moïse. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui dit. Il dit, Moïse a été formé dans les temples de Pharaon. Alors si Pharaon était le diable, qu'est-ce que Moïse faisait dans le temple du diable? Je dis que, attendez, Jésus, quand il voulait se faire cacher, il est venu en Égypte. Si l'Égypte c'était la terre du diable, que fait Jésus en Égypte? Quand Mahomet, on voulait égorger ses disciples, il est venu les cacher en Abyssinie. Si l'Abyssinie c'était le diable, que font les disciples de Mahomet en Abyssinie? C'est-à-dire l'estime de soi, en fait, des enfants d'aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, je vous dis que pour raconter cette histoire-là, l'Européen fabrique un discours qui est fondamentalement une escroquerie intellectuelle, qui est du faux usage de faux, et que nous disons aux gens il faut arrêter de porter atteinte à la morale. Je dis pas porter atteinte à l'homme noir, parce que franchement, c'est pas là le problème. C'est-à-dire, il y a atteinte à l'homme noir, mais il y a quelque chose, un idéal que l'humanité doit conserver, c'est la morale et la justice. Parce que si dans les rapports entre les civilisations et les hommes, il y a plus de morale, il y a plus de justice, ça veut dire que la Terre, nous allons la détruire. Très bien. Parce que nous avons plus de sagesse. C'est un petit peu le sens du combat, justement. Et après, il y a le respect de l'homme noir, naturellement. Le combat de l'UNESCO, c'est ça? C'est comment apprendre à... Ah non, c'est-à-dire que l'UNESCO, l'éthique de l'UNESCO, c'est très simple. C'est de dire que le problème de fond dans l'historiographie des razzias négrières et de l'esclavage, c'est de tenter de cerner comment une civilisation qui revendique tous les idéaux de l'humanité a pu se vautrer dans une extrême barbarie pendant autant de siècles. C'est pas des histoires de rois qui sont venus, ni de bateaux qui sont partis. C'est d'essayer d'expliquer pourquoi une civilisation qui se targue d'incarner les idéaux de la pensée de l'humanité, les droits de l'homme et tout ça, c'est vautré dans tout cela. Parce que si on ne règle pas ce problème-là, on n'a pas d'assurance pour l'avenir. Comment créer justement sans que les civilisations sans que les histoires se chevauchent entre elles, quoi. Comment créer les bonnes conditions du vivre ensemble, parce que c'est ça le but. C'est-à-dire que les bonnes conditions du vivre ensemble, il faut déjà créer les conditions d'un débat. Il faut pouvoir débattre. Moi, j'ai parlé à Monsieur Sarkozy quand il a dit que les Noirs sont pas rentrés dans l'histoire. J'ai dit, Monsieur Sarkozy, il y a des Noirs au Panthéon. Est-ce que vous pouvez nous dire qui sont ces Noirs-là? Devant tout le monde, il a dit qu'il sait pas. Vous voyez? Donc, on fait des discours. Quand Guénaud, qui a écrit le texte, vous lui dites, dans quel département français se trouve le Congo-Brazzaville? Il vous dit, pourquoi vous dites ça? Parce que De Gaulle a dit que la capitale de la France libre est le Congo-Brazzaville, et le gars écrit un discours pour dire que l'Afrique n'est pas rentrée dans l'histoire. Mais comment peut-on être demeuré à ce point-là? Félix Eboué, il n'était pas au Tchad quand l'autre a fait l'appel. On dit l'appel, mais qui a répondu à l'appel? C'est pas Félix Eboué qui était au Tchad? On célèbre l'appel, mais la personne qui a répondu à l'appel, on célèbre pas l'appel. Et quand il est au Panthéon, personne n'en parle. Il faut que ça soit Gaston Monnerville qui dise, il faut faire une action pour que quand même Félix Eboué soit au Panthéon, puisque c'est lui. Vous savez ce qu'elle a dit, la dame qui a fait le discours quand Félix Eboué est mort? Elle a dit que De Gaulle est un va-nu-pied avant de rencontrer Félix Eboué.
Vous comprenez ça? Et Félix Eboué était en Afrique, il était au Tchad. Et venir dire aux gens aujourd'hui que l'Afrique n'est pas rentrée dans l'histoire, alors que la bataille de Bir Hakeim, où on a battu les Allemands, a permis aux Européens de voir qu'il était possible de vaincre l'armée allemande, et c'est comme ça qu'ils ont pu organiser le débarquement, et venir nous dire qu'on n'est pas rentré dans l'histoire, quand l'écriture vient d'Afrique. C'est l'heure. Non, mais c'est-à-dire que moi, ce que je dis une chose. Allez, il faut que se fixer des limites. En deux phrases. Non, je dis que nous avons aujourd'hui, nous sommes arrivés à une extrême, c'est-à-dire ni les gens du Nord, ni les gens du Sud ne peuvent garantir l'avenir pour les jeunes générations. C'est pour ça que je dis il faut faire stop. Il faut revenir à la sagesse, il faut recréer les conditions de la morale, réparer ce qui a été cassé et arrêter de nous raconter des histoires qu'on ne réparera pas. Il faut réparer parce que c'est une affaire de morale et si l'Europe dit qu'elle est des droits de l'homme, il faut pas le dire en bouche, il faut le montrer dans les actes. Et c'est même pas une affaire d'argent, c'est une affaire de morale. Merci infiniment, Jean-Philippe Omotunde. Je vous remercie, mes très chers. Il y a tellement de choses à dire. Allez, on va revenir pour le 3e, 4e, 5e volet s'il le faut. Ah oui. En tout cas, merci infiniment. C'était un grand plaisir. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que nous également. Voilà, à écouter tous ces récits. Merci Jean-Philippe Omotunde, donc chercheur en histoire, auteur de divers ouvrages aux éditions Ménébuc, je l'ai dit, enseignant, coach, voilà. Et puis on a le site internet anijar.com. Voilà, anijar.com. Est-ce qu'on peut laisser un numéro de téléphone? Oui, parce le que 06. Vous donnez également des cours. Voilà. On apprend à lire l'égyptien ancien, le 06 90 690 646. 690 646. Voilà. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci Angela. Merci. Bon week-end à toi. Merci également à Emilien.